Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, l'élimination de l'Algérie de la CAN 2021. Les champions d'Afrique en titre ont été battus par la Côte d'Ivoire, 3-1 à Douala. Les éléphants finissent à la tête de leur groupe avec la Guinée équatoriale aussi qualifiée. Et dans le groupe F, c'est le Mali et Gambie qui sont qualifiés, ainsi que la Tunisie malgré sa défaite. Explication à suivre. On connaît déjà certaines affiches des huitièmes de finale qui débutent ce dimanche. Les violences policières au Congo-Brazzaville. 3 jeunes torturés en plein jour. 2 d'entre eux en sont morts. La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Reportage auprès des familles des victimes. Et nous irons au Sénégal où on vote ce dimanche pour les municipales, des élections plusieurs fois reportées et le premier scrutin depuis la réélection du président Macky Sall en 2019. Reportage à suivre à Dakar, une capitale très disputée que le camp présidentiel espère ravir à l'opposition. On ouvre ce journal par l'élimination surprise de l'Algérie de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Fennecs, tenants du titre, ont été battus par la Côte d'Ivoire 3-1 ce jeudi à Douala. Pour le sélectionneur Djamel Belmadi, c'est un échec total. On écoute. Pas avoir peur de dire le mot, c'est un échec total. Jamais pu marquer. Même les pénaltys, on a du mal à les marquer. Donc, on ne s'est pas montré à la hauteur de la compétition, tout simplement. Retour sur le match où les Fennecs n'ont jamais pu retrouver leur vertu collective et offensive face à une redoutable équipe ivoirienne, avec notre envoyé spécial à Douala, Benoît Perrochet. C'est donc fini pour l'Algérie, le tenant du titre et qui sort par la toute petite porte de cette édition. Le bilan, il est maigre, il est triste pour les hommes de Djamel Belmadi. Un match nul, 2 défaites, un seul but marqué. Des Fennecs hors sujet ce soir qui pourront difficilement se trouver des excuses. Une équipe coupée en deux, sans idée, totalement désorganisée en première période face à des Ivoiriens qui, eux, ont appliqué à la lettre leur schéma tactique. Beaucoup plus de maîtrise avec un jeu plus rapide, en une touche de balle, en déviation. Des Ivoiriens impressionnants de réalisme qui ont marqué à 2 reprises en première période, Kessié et Sangaré, pour donner donc un avantage de 2 buts à la Côte d'Ivoire. Un handicap quasiment insurmontable pour les hommes de Belmadi qui étaient condamnés à la victoire ce soir. À la reprise, la Côte d'Ivoire qui va encore aggraver le score grâce à Nicolas Pepe. Très en vue ce soir, le joueur d'Arsenal. Et comme un symbole de cette CAN ratée, de cet incroyable manque de réussite des Algériens dans cette 33e édition, Riyad Mahrez, le joueur de Manchester City qui a raté un penalty, son tir qui a atterri sur le poteau. Avant la pause, c'était Benasser qui avait lui aussi trouvé le montant du but ivoirien. L'Algérie qui va tout de même sauver son honneur grâce à Sofiane Bendebka, score final 3-1. Mais l'histoire, elle se répète pour l'Algérie. Souvenez-vous de la CAN 1992 organisée au Sénégal. L'Algérie était arrivée tenante du titre et là aussi, elle avait été éliminée dès la phase de groupe. Des Ivoiriens qui, eux, affronteront l'Égypte en 8e de finale. Des Pharaons qui ont eux aussi lutté pour se qualifier en 8e de finale. L'autre équipe qualifiée dans ce groupe E, c'est la Guinée équatoriale qui l'a emporté 1-0 face à la Sierra Leone. On s'est entretenu plutôt avec Faisal Metaoui, journaliste à Alger, qui nous raconte la déception des supporters algériens suite à cette défaite et l'élimination des Fennecs dès le premier tour, rappelant de très mauvais souvenirs. On l'écoute. Tout le monde avait beaucoup d'espoir ce matin en pensant que l'Algérie pouvait surmonter la défaite face à la Guinée équatoriale et également le nul face à l'équipe de Sierra Leone. On pensait que l'Algérie allait gagner pour aller donc au prochain tour. Et voilà que l'histoire se répète, puisqu'en 1992, l'équipe algérienne a été détenteur de titre de la Coupe d'Afrique. Elle avait perdu, elle a été éliminée du premier tour. Et c'était également face à la Côte d'Ivoire. À l'époque, l'Algérie avait perdu 3-0. Beaucoup de commentaires ce soir en Algérie, beaucoup de déception, beaucoup de tristesse, évidemment. On entendait beaucoup de choses de l'équipe de Djamel Belmadi. Belmadi a fait beaucoup de choses pour l'équipe algérienne. Elle a pu arracher la Coupe d'Afrique, la Coupe arabe pour l'équipe Prime A. Et ce soir, donc, beaucoup de commentaires aussi sur les choix tactiques de Belmadi, sur pourquoi il fait entrer tel joueur ou tel autre, mais bien sûr des commentaires de supporters qui sont un peu amers. Mais tout le monde pense que maintenant il faut préparer la prochaine phase.
phase, puisque le samedi 22, ça sera les tirages au sort pour les matchs barrages à la Coupe du Monde qui va se dérouler au Qatar. Et tout le monde dit aujourd'hui qu'il faut retenir un peu cette leçon de l'échec au Cameroun et préparer l'équipe algérienne pour ne pas pour la Coupe d'Afrique. D'ailleurs, il y a même des soutiens à un niveau supérieur de l'État, comme le message du président Tebboune à l'équipe algérienne et beaucoup de messages de soutien, bien que certains choix sportifs de Belmadi sont critiqués, l'équipe algérienne qui aurait pu faire mieux selon les commentateurs. Les autres affiches de cette dernière journée de qualification avant les huitièmes de finale dans ce groupe F. La Gambie qui a battu la Tunisie, mais qui est quand même qualifiée. Mali 2-0 face à la Mauritanie. Donc les qualifiés en tout de ce groupe sont les Aigles du Mali, les Scorpions de Gambie. Et voilà, mais un retour sur ce fameux match de la Gambie avec notre envoyé spécial à Limbé, Cédric Ferreira. La Gambie, nouvelle équipe dans cette Coupe d'Afrique des Nations qui continue de surprendre. Et cette fois, les Gambiens ont réalisé un gros coup en battant l'un des favoris de la compétition, la Tunisie. Ce match, pourtant, au coup d'envoi, il n'y avait pas vraiment d'enjeu puisque les deux équipes étaient déjà qualifiées pour les huitièmes de finale. La préparation de ce match a d'ailleurs été compliquée du côté tunisien puisqu'il y avait encore beaucoup de joueurs absents à cause du Covid-19. 10 pour être précis. Le sélectionneur Monder Kebaïr qui ne pouvait pas compter sur le leader technique de son équipe, Wabi Kazri, qui avait d'ailleurs été fondamental dans la victoire tunisienne contre la Mauritanie lors du match précédent. Et donc ce match entre la Tunisie et la Gambie a bien démarré, d'ailleurs pour les Aigles de Carthage qui ont globalement dominé cette première période et qui ont même obtenu un penalty raté par Sefedine Jeziri. Sa frappe a été repoussée par le gardien gambien Baboukar Gaye d'un superbe arrêt. En deuxième période, les deux équipes ont clairement baissé le pied, probablement pour garder un peu d'énergie pour les huitièmes de finale. La Tunisie a certes continué sa domination, mais ne s'est pas vraiment montrée dangereuse. Et puis il y a eu cette action en fin de match avec ce but magnifique marqué par Abid Jallo, son deuxième but dans la compétition. Il a envoyé une magnifique frappe en pleine lucarne. Ça récompense ce début de compétition de la Gambie qui continue de surprendre et on se demande maintenant où vont-ils s'arrêter. En tout cas, pour le moment, ils sont qualifiés pour les huitièmes de finale. D'ailleurs, dans l'autre match qui s'est déroulé en même temps, le Mali a battu la Mauritanie 2-0. Là aussi, c'était un match sans enjeu puisque le Mali était qualifié, la Mauritanie éliminée. On a donc premier de ce groupe E, le Mali, deuxième la Gambie, troisième la Tunisie. Le programme de ces huitièmes de finale, on le connaît pour le Mali qui va affronter la Guinée équatoriale mercredi. La Gambie, elle va jouer contre la Guinée. Maintenant, avant le début de ces huitièmes de finale, ça sera surtout 2 jours de repos pour toutes les équipes avant la reprise de la compétition dès dimanche avec un Gabon face au Burkina Faso. Et nous suivrons évidemment tous les résultats sur notre site internet france24.com. Une explosion au Ghana a fait plusieurs morts et détruit près de 500 bâtiments. C'est un camion transportant des explosifs qui est entré en collision avec une moto. On vient de l'apprendre et le bilan des morts n'est pas encore connu. Le président a déploré sur Twitter un événement réellement triste, malheureux et tragique. On en vient à cette affaire de violence policière au Congo-Brazzaville. Début janvier, une vidéo fait le tour des réseaux sociaux. On y voit des policiers qui torturent 3 jeunes détenus en plein jour et devant témoins. 2 d'entre eux sont morts des suites de ces sévices. Notre correspondante Rosie Piotte est allée à la rencontre des familles des victimes. Attention, certaines images peuvent choquer. Cette vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux montre les traitements infligés à Mbé Filguin et 2 autres détenus par des agents de police. Plaqués sur le sol, en plein air sous un viaduc de Brazzaville, les jeunes hommes reçoivent de coups de marteau sur les jambes. Seul Mbé Filguin a survécu et est aujourd'hui à l'hôpital. Son oncle nous raconte cette soirée du 2 janvier. La police a fait une incursion dans leur maison entre 2h et 3h du matin. Ils ont pris mes 3 neveux, ils ont amené dans leur poste. Nous ne savons pas jusqu'alors le mobile de la police. Et c'est le matin que nous apprenons que non, le petit est abandonné à l'hôpital de Talangaï. On a bousillé les chevilles. En novembre dernier, 6 personnes avaient déjà été retrouvées mortes au commissariat de Brazzaville. Une plainte a été déposée. Mais pour ce militant des droits humains, la réponse doit être politique face à ce qu'il décrit comme des violences systématiques. Ce qui est filmé est vu, mais ce qui n'est pas filmé, ce que personne ne voit, ce qui est fait dans les endroits obscurs doit être encore plus grave. Donc nous défendons, mais à la fin, il faut que des sanctions, au-delà des sanctions, qu'il y ait une vision politique bien claire. Et que
ceux qui ont la charge de ce genre de situation soient rappelés à l'ordre ou démis de leurs fonctions. De son côté, le gouvernement déplore ces actes et promet des mesures fortes pour servir d'exemple. Nous sommes totalement désolés de voir circuler ce genre de vidéos et d'apprendre que ces actes ont été commis par des agents qui naturellement sont chargés d'assurer l'ordre public. Ce sont des actes isolés de bandits, policiers soient-ils. Ils ont été traduits devant le procureur de la République pour que des grandes mesures soient prises à leur encontre. La famille Dombé compte porter plainte contre les auteurs de ces violences et espère que justice sera rendue à leur fils ainsi qu'aux 2 autres jeunes disparus. On passe au Sénégal où on vote ce dimanche pour élire les maires et les conseillers départementaux. Ce scrutin, plusieurs fois reporté, est le premier depuis la réélection de Macky Sall en 2019. C'est donc une répétition générale avant la présidentielle de 2024. Et certaines mairies sont particulièrement disputées. C'est le cas de Ziguinchor, en Casamance, ou dans le sud du pays, où l'opposant Ousmane Sonko est candidat. Et bien sûr, de Dakar, la capitale, qui est l'un des derniers bastions de l'opposition. Reportage de Sarah Sako et Eliman Dao. Dernière ligne droite avant la fin de la campagne. Abdoulaye Diouf Sarr bat le rappel de ses troupes au siège du parti au pouvoir. Le ministre de la Santé, candidat de la coalition présidentielle, croit en la victoire. On a toutes les chances au soir du 23 janvier 2022 de faire en sorte que Dakar soit géré par un maire qui est de Benno Bokk Yakaar, un maire qui prend en charge les réalités intrinsèques des Dakaroises et des Dakarois. Et pour remporter la bataille de Dakar aux mains de l'opposition depuis des années, le candidat du pouvoir joue la proximité. Comme ici, aux Parcelles Assainies, la plus grande commune électorale de la capitale. Abdoulaye Diouf Sarr promet une politique plus inclusive, des quartiers plus sûrs ou encore une capitale plus propre. Il est avec la jeunesse, il est avec nos mamans. Tous les jeunes vont se voir à travers ce que fera Abdoulaye Diouf Sarr pour la mairie de Dakar. On n'a pas peur de Barthélémy. Ici c'est Diouf Sarr et on va gagner. Barthélémy Dias, l'autre favori des municipales à Dakar. Le sulfureux opposant fait campagne aux côtés de Khalifa Sall, l'ancien maire déchu après une condamnation judiciaire. Ce dernier inéligible, la grande coalition d'opposition mise tout sur Barth, comme l'appellent les Dakarois, pour conserver la capitale. Nous avons décidé, dimanche le 23 janvier 2022, de retrouver notre dignité en votant pour Barthélémy Dias et en votant pour la coalition Yewwi Askan Wi qui incarne l'espoir et l'avenir. Ville intelligente, espace vert, propreté, stationnement, le programme du candidat a aussi ses adeptes. Barthélémy Dias fera le mieux de lui-même pour la mairie de Dakar, pour la jeunesse de son pays, pour les femmes de son pays, pour tout Dakar. Il est jeune comme nous et que la jeunesse a besoin d'un changement. Doudou Wade, le candidat du PDS, le parti de l'ancien président Abdoulaye Wade, Soamel Wardini, maire sortante et unique femme candidate, ou encore Pape Diop, un autre ancien maire de la ville. Au total, 5 autres personnalités sont sur la ligne de départ pour cette course vers la mairie de Dakar, l'un des enjeux majeurs de ces municipales. Et c'est ainsi que nous refermons ce journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, d'Abidjan à Alger en passant par Fimela. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.